Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière des gestes de tous les jours, comme l'eau qui se transforme en glace ou même en vapeur. Vous allez voir, la physique est partout. Allez, pour commencer, une petite énigme. D'un côté, on a la sensation de froid quand on tient un glaçon qui fond dans la main. De l'autre, ce petit frisson qu'on ressent en sortant de la piscine, même quand il fait chaud. A priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est exactement le même phénomène physique, très puissant, qui est à l'œuvre. Pour résoudre ce mystère, il faut qu'on change d'échelle. On va zoomer, mais alors vraiment beaucoup, pour aller voir au niveau microscopique ce qui se passe réellement dans la matière. Il faut vous imaginer que tout ce qui nous entoure est composé de milliards de toutes petites particules. Et ces particules, elles ne sont jamais immobiles. Elles vibrent, elles tournent, elles se déplacent. C'est une agitation permanente, qu'on appelle l'agitation thermique. Et c'est l'intensité de cette agitation qui va tout définir. Prenons l'état solide, comme un glaçon. Là-dedans, les particules sont hyper bien rangées, très proches les unes des autres, un peu comme des soldats au garde-à-vous. Elles ne peuvent pas se déplacer, mais elles ne sont pas immobiles pour autant. Elles vibrent sur place. Maintenant, si on donne un peu d'énergie à notre solide, par exemple en le chauffant, on passe à l'état liquide. Les particules ont maintenant assez d'énergie pour briser leurs liens et commencer à glisser les unes sur les autres. C'est beaucoup plus désordonné, mais elles restent quand même en contact. Et si on continue de chauffer, on arrive à l'état gazeux. Là, c'est l'anarchie totale. Les particules ont tellement d'énergie qu'elles partent dans tous les sens, à toute vitesse, et elles occupent tout l'espace disponible. D'accord, on a nos 3 états. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui permet de passer de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait fondre la glace ou bouillir l'eau? Eh bien, l'ingrédient secret, c'est l'énergie, ou plus précisément, le transfert d'énergie. Il y a 2 possibilités. Soit une transformation a besoin d'énergie pour se faire. Elle va donc en absorber, en prendre à son environnement. On dit alors qu'elle est endothermique. Soit, au contraire, la transformation libère de l'énergie. Là, on dit qu'elle est exothermique. Pour que ce soit plus simple à visualiser, on peut imaginer un compte en banque. Une transformation endothermique, c'est un dépôt. Le système reçoit de l'énergie, son solde augmente. À l'inverse, une transformation exothermique, c'est un retrait. Le système perd de l'énergie, il en donne à l'extérieur. Alors, concrètement, ça donne quoi quand un glaçon fond? Il passe de l'état solide, bien ordonné, à l'état liquide, désordonné. Pour casser cette structure, il a besoin d'énergie. Il va donc la piquer à ce qui l'entoure. Par exemple, une main. C'est pour ça que la main se refroidit, elle a perdu de l'énergie. Et voilà, notre mystère du début est résolu. En sortant de l'eau, les petites gouttes sur la peau s'évaporent. Elles passent de l'état liquide à l'état gazeux. C'est une vaporisation et, comme on vient de le voir, c'est endothermique. L'eau a besoin d'énergie pour ça. Et où la trouve-t-elle? Directement sur notre peau. Elle nous vole notre chaleur corporelle. Et c'est cette perte d'énergie qui nous fait frissonner. Ce qui est formidable avec la physique, c'est qu'on ne se contente pas de décrire les phénomènes. On peut aussi les calculer, les quantifier. Et pour ça, il existe une formule assez simple qui va nous permettre de tout expliquer. La voilà, cette fameuse formule. Q égale M fois L. Pas de panique, on va décortiquer. Q, c'est l'énergie qu'il faut transférer en joules. M, c'est la masse de la substance en kilogrammes. Et L, c'est ce qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état. En gros, c'est le prix à payer en énergie pour faire changer d'état un seul kilogramme de cette substance. C'est une valeur qui dépend de la substance et du changement d'état. Allez, pour voir si c'est bien compris, petite application. On se pose la question, combien d'énergie il nous faut, très exactement, pour faire fondre un bloc de glace d'1 kilogramme? On y va pas à pas. D'abord, on pose la formule. Q égale M multiplié par L de fusion. Ensuite, on rassemble les données. La masse, M, c'est 1 kg. L'énergie massique de fusion de l'eau, L fus, c'est une constante qu'on vous donnera toujours, pas besoin de l'apprendre par cœur. Elle vaut 334 kJ par kilogramme. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. 1 fois 334. Le résultat est donc 334 kJ. Bon, dit comme ça ne parle pas forcément. Mais pour vous donner une idée, c'est l'énergie nécessaire pour allumer une ampoule de 60 watts pendant plus d'1 heure et demie. Tout ça juste pour casser la structure ordonnée des molécules d'eau dans un seul petit kilo de glace. C'est quand même une quantité d'énergie considérable. Et tout ceci illustre parfaitement l'une des plus grandes lois de l'univers, formulée par le grand chimiste français Antoine Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie ne disparaît pas, elle ne fait que changer de forme ou d'endroit. D'accord, mais à quoi ça sert de savoir tout ça dans la vie de tous les jours?
Eh bien, ces principes sont absolument partout, de votre cuisine aux grands enjeux technologiques. Prenez un réfrigérateur. En fait, c'est juste une machine qui exploite ces changements d'état en boucle. À l'intérieur du frigo, on fait évaporer un fluide. C'est endothermique, donc ça absorbe la chaleur des aliments. Ensuite, ce gaz est pompé à l'arrière du frigo, où on le comprime pour le forcer à redevenir liquide. Et ça, c'est exothermique. Ça libère la chaleur dans votre cuisine. C'est pour ça que l'arrière d'un frigo est toujours chaud. Autre exemple, beaucoup plus dangereux celui-ci, quand vous faites bouillir de l'eau. Tant qu'il y a de l'eau liquide dans la casserole, sa température reste bloquée à 100 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que toute l'énergie de la plaque de cuisson est utilisée pour la vaporisation. Mais attention, une fois que toute l'eau s'est évaporée, cette énergie n'a plus rien à transformer. Elle se met donc à chauffer directement le métal, et là, la température peut grimper à des centaines de degrés en quelques secondes et déclencher un incendie. Allez, on fait une petite synthèse pour être sûr que les idées les plus importantes sont bien claires pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Les transformations qui créent du désordre, qui cassent les liaisons entre les particules, comme la fusion ou la vaporisation, eh bien elles ont besoin d'énergie. Elles sont endothermiques. Et à l'inverse, celles qui créent de l'ordre, qui rapprochent les particules, comme la solidification ou la liquéfaction, eh bien elles libèrent de l'énergie. Elles sont exothermiques. Et on va finir sur une question d'ouverture, pour réfléchir un peu. On a vu que l'énergie qui fait fondre notre petit glaçon vient de notre main ou de l'air ambiant. Mais alors, l'énergie absolument colossale qui est nécessaire pour faire fondre les immenses glaciers de notre planète, d'où peut-elle bien venir? C'est une question cruciale à laquelle les principes qu'on a vus aujourd'hui nous donnent des clés pour répondre. Voilà, j'espère que tout était clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager à vos amis pour qu'ils comprennent la physique-chimie eux aussi. À très bientôt.